veux pas trop perdre de temps à cause de ce fond. L'idée déjà, alors, non, ça ne marche pas comme je veux, ça. Voilà, c'est ici. Donc, déjà en ce qui me concerne, j'ai un passé un petit peu on va dire de geek. Il m'embête avec les notifications. Vous savez quoi, je dois sortir mes poubelles normalement. Et si, ça arrive. Donc, j'ai commencé il y a un certain temps sur des théosphètes, il y en a peut-être certains qui ont connu, avec du basique. Je me suis amusé avec du basique, je me suis amusé avec le DOS, je me suis amusé avec Pascal. Vers 94, j'ai découvert Linux. Alors, entre-temps, j'avais joué avec de l'assembleur, différents langages. J'ai découvert Linux pour le petit truc amusant, c'est que voilà, Slackware à l'époque supportait pas mon CD-ROM, donc j'ai dû faire 70 disquettes. Les diapos, là, je les fais en LaTeX. À l'époque, le manuel pour LaTeX, c'était un point tech. Donc, il y a des choses comme ça amusantes, des petits souvenirs. J'ai exploré différentes distributions, je me suis fixé sur Debian. J'ai les éditions Reggie qui m'ont demandé de travailler pour eux en parallèle sur mon temps libre. J'ai commencé à m'intéresser aussi à l'embarquer à partir de là, on va dire, puisque là, les Solcris, c'est des mini cartes mères que j'avais commandées aux États-Unis pour faire des routeurs, des choses comme ça. Encore des langages. J'étais chez une SS2I, je suis passé chez un éditeur de logiciels open source qui était Jaspersoft. On s'est fait racheter par TIBCO, donc là, c'était plus une start-up, c'était pas trop pour moi. J'ai joué aussi avec les Raspberry, avec Timicore en distribution. J'ai commencé, c'est là où aussi j'ai commencé la domotique avec les trucs, on a continué de l'embarquer en fait, avec les petits trucs qui communiquent, c'est sympa. J'ai basculé chez un autre éditeur open source, j'ai joué avec des Arduino, voilà, et là je suis chez Redis Labs. Donc voilà en ce qui me concerne. En ce qui concerne Redis, Salvatore, l'auteur d'origine, l'auteur principal, a commencé Redis, il a été sysadmin dans une vie antérieure, il a eu l'idée de Redis vers 2009, il a commencé à faire son projet en 2009, il en a parlé sur Hacker News, et du coup il y a eu pas mal de monde qui était intéressé. L'idée c'est très simple, c'est d'avoir une base de données qui finalement soit extrêmement rapide et soit très très proche de ce que manipulent les développeurs. Clairement une base de données pour stocker les informations de manière centralisée entre différentes instances applicatives. Bonsoir. Bonsoir, excusez-moi pour la part. Je vous en prie, il n'y a pas de souci. Il a travaillé chez VMware puis chez Pivotal, c'est des noms connus. En fait, oui, en tant que développeur open source, il fait un projet, il y a des entreprises qui l'utilisent, soit pour proposer du service par-dessus, soit pour le redistribuer ou d'une manière ou d'une autre, et donc ils sont intéressés pour que le projet vive et qu'il continue. Donc du coup, l'idée c'était que Salvatore continue et encore du temps à investir sur Redis, et donc pour ça le meilleur moyen finalement c'est de l'embaucher. Donc ensuite, il est arrivé chez Redis Labs il y a maintenant 3 ans. Parce que le projet Redis, ce qu'on fait à Redis Labs lui plaisait bien. En ce qui concerne Redis, donc le premier commit date de, je crois que c'est en avril, il me semble, de 2009. On a fêté un anniversaire il n'y a pas très très longtemps. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'après ça, très très régulièrement, il y a eu des nouvelles versions qui sont sorties. C'est pas une cadence infernale, mais c'est constant. Et tiens, il faudra que je mette à jour et j'aille un peu plus loin parce que maintenant on va avoir la version 5 très prochainement. Il va sortir. Redis suit un versionning sémantique, donc mineur, majeur, mineur et patch level. Salvatore est tellement minutieux que quand il implémente une nouvelle fonctionnalité, en général c'est la 3e implémentation au minimum qui finit vraiment dans une release, parce que les 2 premières ne lui plaisaient pas. Moi j'aime bien, sur son blog il y a plein de trucs de pépites. Il explique à un moment par exemple pourquoi utiliser un entier 64 bits alors qu'un entier 32 bits suffit par rapport aux besoins et qu'on gagne des cycles CPU. Il en est à ce niveau là. Donc très concrètement, les patch level, il n'y en a pas beaucoup sur Redis, il y en a mais il y en a très peu. Un point important, les versions mineures impaires sont des versions de développement, les versions mineures paires sont des versions stables. En ce qui concerne la communauté, elle est relativement importante. Si vous demandez à Google Redis Database, vous allez avoir 18 millions de résultats. On
on a la base de données qui est la plus lancée en termes de conteneurs Docker par jour. Par jour, je ne sais plus à combien c'est, mais en tout cas à la minute, c'est entre 1200 et 1700 conteneurs Docker de lancer. C'est la base de données pour la deuxième année consécutive préférée des développeurs sur Stack Overflow. Redis est arrivé maintenant en 7e position sur le classement DB Engines. On dit il est dans le top 10 avec Oracle, avec SQL Server, avec cela. Et la communauté est extrêmement importante, donc moi je me suis amusé à faire à monter quelques groupes meet-up. Je vois qu'en ce moment je manque un peu de temps pour les faire vivre, mais je peux en asseoir. Voilà, j'ai essayé de faire les livres françaises. Il y en a un à Londres sur lequel je suis déjà allé aussi. Voilà. Ça c'est ceux que moi personnellement j'essaie de faire vivre. Il manque ceux d'Espagne aussi, Barcelone et Madrid qui sont pas. Bonsoir. Bonsoir. Au final on va être complet alors, 25. Oui, alors, normalement il y a 4, là il y a 4 kits par table a priori. Ça doit être... Non, là il y a sur le tas du milieu, je sais pas, voilà. Après ça, s'il manque des kits, j'en ai encore quelques-uns. Donc une très très forte reconnaissance de Redis, en fait, enfin de la communauté, avec une grosse communauté. C'est pour ça que je disais tout à l'heure effectivement que pour chaque langage il y a plein d'implémentations de bibliothèques clientes, parce que la particularité c'est que Redis se concentre sur la base de données. Toutes les bibliothèques clientes, ce sont d'autres personnes, ce sont des contributions autres en fait. Donc pour donner des exemples de bibliothèques clientes, si on s'intéresse à .NET, il y a la bibliothèque cliente qui a été développée par Stack Exchange en .NET, qui est un très bon candidat. Après ça, si on prend Java, il y en a 3 principales. Il y en a une des 3, c'est Lotus par exemple, elle est développée par un des développeurs de Pivotal qui est en Allemagne. Voilà, c'est... Alors elles sont faciles à implémenter ces bibliothèques clientes, parce que le protocole Redis est très simple. C'est du texte. Alors imaginons qu'on souhaite... Qui ne connaît pas Redis? D'accord, j'aurais peut-être dû commencer par là. Redis est une base, pour faire court, Redis est une base clé-valeur, ou plutôt clé-structure de données, en mémoire, pouvant fournir de la haute disponibilité et pouvant distribuer les données aussi. Voilà, pour faire très court. Donc le temps d'accès à une donnée est de l'ordre de la milliseconde, inférieur bien souvent. Le stockage est en mémoire, c'est écrit en C, et quand je dis en C, c'est du CANSI, donc on peut même le compiler sur Raspberry, sur ARM en fait. Et l'idée c'est que voilà, je peux mettre une valeur derrière une clé, ensuite quand je veux récupérer une valeur, je dois me y adresser avec cette clé, cet identifiant. Cette valeur elle peut être très simple, ça peut être juste une chaîne de caractères, mais ça peut également être une structure plus complexe. Ça peut être derrière une clé, je vais avoir une liste, je vais avoir un hash avec des champs, je vais avoir un ensemble d'éléments uniques, éventuellement scorés, je vais avoir des concepts mathématiques comme un hyperlog-log par exemple, donc c'est un compteur de valeurs uniques qui ne stocke pas les valeurs. Je vais avoir des champs de bits, je vais avoir plusieurs structures comme ça, puis on peut étendre Redis avec des modules, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait écrire un module qui va être compilé sous la forme d'une bibliothèque partagée, qu'on charge dans Redis et qui va implémenter de nouvelles structures de données. Typiquement, il y a un module qui implémente une structure JSON dans Redis, donc je vais pouvoir, au début, si je veux stocker du JSON dans Redis, derrière un identifiant, j'envoie un objet JSON qui sera stocké dans une chaîne, Redis ne va pas le comprendre, je peux lire, écrire cet objet et puis c'est tout. Si je charge le module, je vais pousser un objet de JSON derrière une clé, il va être stocké dans une vraie structure en mémoire arborescente, et derrière je peux très bien demander à Redis, je voudrais uniquement le bloc adresse du client 1, 2, 3. On pourra y accéder directement. Donc on peut faire ce qu'on veut avec les modules. Il y a des modules de machine learning, il y a des modules de full text search, il y a plein de modules. Et puis vous pouvez écrire le vôtre. Moi je me suis amusé à en écrire un juste pour le fun. C'est simple, c'est quand je demande à Redis, donne-moi la valeur qui se trouve derrière select étoile from customer, n'importe quel autre requête SQL. Il regarde s'il a le jeu de données en mémoire. S'il ne l'a pas, c'est lui qui va ouvrir une connexion vers une base de données derrière, récupérer ça, le stocker en mémoire un peu en cache, et me le renvoyer. Par exemple, ça fait un cache proxy. Pour accéder à Redis, donc le protocole est très simple. Ici, j'ai une commande, je lui demande de mettre
la valeur 1 dans la clé A. 7A égale 1 finalement. Ça, dans le protocole, ça correspond à ça. Alors là, c'est pas très lisible parce que j'ai affiché les caractères qui normalement ne sont pas imprimables. Si on les enlève, donc les CRLF là, du coup on se retrouve avec ça. Ça c'est mon 7A égale 1. Comment ça fonctionne? C'est très simple. Ma commande, elle a 3 termes. 7A1. Je mets $3. Donc Redis sait qu'il attend 3 termes. Le premier terme fait 3 caractères. 7. Le deuxième terme fait 1 caractère. A. Le troisième terme fait 1 caractère. A. Et là, j'ai mes 3 termes. Redis va exécuter la commande. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, on a des bibliothèques clientes pour beaucoup de langages, mais j'ai pas vu de bibliothèque cliente pour microcontrôleurs. Vu que je m'amusais bien avec des microcontrôleurs, je me suis dit, bah, ça peut être l'idée. On va essayer de faire ça, et ça se fait très très bien. Donc l'idée, c'est que vous puissiez envoyer des commandes comme ça à Redis. Alors bien évidemment, Redis étant connecté en réseau TCP/IP, il fallait un périphérique qui puisse gérer le TCP/IP. C'est pour ça que j'ai choisi ces petites bêtes-là. Alors, ce qu'on va faire dans la soirée, ce que vous allez faire, j'ai déjà fait plein de fois, donc je vais juste vous montrer. Ce que vous allez faire, j'espère que vous avez déjà téléchargé les fichiers. Bien sûr, tout le monde. Qui ne les a pas téléchargés? Ah, c'est le moment, vas-y, téléchargez-les parce que c'est toujours du temps de gagner. Je ne raterai pas mon train. Hein. Donc je vous ai mis un lien court pour le télécharger, il n'y a pas grand chose, il y a d'une part l'IDE qui s'applique à votre machine, il y a une préconfiguration de l'IDE en fait, avec non seulement l'endroit où aller chercher la chaîne de compilation et 2-3 exemples, et éventuellement pour les malheureux qui sont sous Windows ou éventuellement sous Mac, il y a des pilotes à installer. Il y a du monde sous Windows? D'accord, ok. Et Mac? Ah ouais. Ah, mais toi tu l'as déjà installé. Alors je vous préviens, soyez pas choqués. Sous Mac, vous allez être amené à redémarrer votre Mac. Désolé. Eh oui, bah en fait c'est le problème. C'est parfait pour pouvoir faire ce meet-up. 3 ans, mais ce matin. Pour pouvoir faire le meet-up, en fait, j'ai des contraintes de budget vu que je vous laisse les périphériques, et donc pour que ce soit le moins cher possible, mais à coup de page comme en Chine. Et du coup, la puce, le microcontrôleur, il attend des commandes sur une liaison série, sauf qu'on a tous des ports USB, donc il y a une puce qui fait la conversion. Et cette puce, c'est pas une puce standard FTDI américaine, tout ça, dont les pilotes sont partout. C'est une puce chinoise, et pour laquelle ceux qui sont sous Linux, c'est déjà tout ce qu'il faut, mais les autres, il faut installer un pilote. Ça dépend des Linux. Ah bon? Ça dépend de comment les options que tu as utilisées sur ton kernel, je pense surtout. L'IDE, donc l'IDE c'est très simple, c'est l'IDE d'Arduino. Est-ce qu'il y en a qui jouent déjà avec des Arduino ou des petites bêtes comme ça? D'accord, donc vous connaissez certainement l'IDE, elle est peut-être pas parfaite. Je pense qu'il y a mieux, après c'est pas vraiment gratuit, mais il y a plateforme IO qu'on installe soit sous Atom ou bien Visual Studio Code qui est assez intéressant. D'accord. Bah, là le truc, si j'ai choisi ça, un parce que j'en ai l'habitude, deux parce que je trouve que c'est pas mal d'avoir une IDE qui finalement juste on ajoute un dépôt et puis on lui dit voilà, va me chercher la chaîne de cross-compile, ça l'intègre dedans et puis après voilà c'est fini, on a tout ce qu'il faut, on a les exemples, on a tout. Ça me semble. Et puis en plus de ça, elle présente l'avantage de pouvoir être installée aussi en mode portable, en mode standalone, dans un répertoire et elle ne va pas sortir de ce répertoire-là. Donc c'est l'IDE qu'on va utiliser ce soir, elle est extrêmement simple, je teste, je compile, j'envoie vers le périphérique, j'ouvre la console pour regarder ce qui se passe, ce que le périphérique nous raconte. Voilà. Alors, donc l'idée de cette IDE là, c'est que vous allez effectivement installer les fichiers que je vous ai donnés, qui vont configurer les dépôts en question. Pourquoi je fais ça et je ne les ai pas fournis? Parce que derrière, en fait, c'est fonction de votre machine, ça va aller chercher la chaîne de compilation de votre machine pour l'Arduino, enfin pour l'ESP. Donc tout le monde a le même périphérique sur lequel on va exécuter le code, ça c'est évident. Par contre, on a tous des OS ou des machines différentes, donc du coup la chaîne de cross-compile vous est plus ou moins spécifique. Donc c'est vous qui l'installez, mais ça va relativement vite, je vais vous montrer. Alors au début je demandais à créer un projet GitHub, je ne le demande plus. Donc toutes les parties GitHub dans le support on oublie. Je vais revenir dessus pourquoi.
Non, c'est pas lié à ça. C'est pas lié à ça, c'est lié à autre chose. Je vais reprendre depuis le début. Comment est-ce que ce meetup il est possible? Il est possible grâce à Zenica et grâce à Redis Labs. Si on n'avait pas Zenica, on n'aurait pas le lieu, on n'aurait pas le meetup, on ne pourrait pas se retrouver. Si on n'avait pas Redis Labs, j'aurais pas eu le temps de le préparer et j'aurais pas le budget pour prendre le train et tout ça et pour acheter les périphériques. Donc du coup, l'idée c'est que le moins qu'on puisse faire quand même, c'est de les remercier d'une manière ou d'une autre. Et donc, on va tweeter, on va faire des choses comme ça. Et à la base, l'idée c'était que vous fassiez un petit projet, que vous mettiez sur le GitHub avec les bons mots-clés pour faire un petit peu de visibilité. Sauf que, pour se connecter au réseau Wi-Fi, vous allez devoir mettre, il y aura le mot de passe quelque part peut-être. Et donc, on va éviter de mettre des mots de passe des partenaires qui gentiment nous sponsorent sur GitHub. Donc pour le coup, le GitHub il est plus du tout indispensable. Même Sur si... Twitter, alors, c'est pas la peine de tweeter ça. Tiens ouais d'ailleurs en plus je filme, il va falloir que je le floute ça. C'est pas grave, on changera le mot de passe. Donc normalement vous n'avez plus besoin du mot de passe dans le code. Je me suis arrangé pour qu'il n'y en ait plus besoin. Et comment je fais ça? Qu'est-ce que tu es en train de le flasher là? Il clignote là. Ouais mais le problème c'est qu'il va falloir que je te donne un autre parce qu'il y avait un firmware dedans. Ah ouais, Ah ouais. Bravo, hein. Bravo Nicolas. Donc là ici, la première étape c'est vous avez tous, ils sont tous préchargés avec un firmware. C'est important parce que ce firmware en fait, ensuite vous allez faire en sorte de récupérer la luminosité dans la pièce pour l'envoyer sur un cluster Redis. Pour ça, vous avez besoin de tester d'un bout à l'autre, vous avez besoin de plein de choses et puis vous allez le faire avec votre adresse MAC. Parce que derrière, moi je vais avoir un graphique à l'écran qui va vous montrer vos relevés. Franchement, c'est plus sympa d'avoir un nom à l'écran plutôt que d'avoir une adresse MAC pour repérer votre périphérique. Donc pour ça, la première étape, le firmware que je vous ai mis, ça vous permet de mettre un nom sympa. Ça vous permet éventuellement de modifier le nom du Wi-Fi, le mot de passe, ce genre de choses, l'endroit où se trouve mon cluster Redis que je vous ai mis sur Internet. Et ça va le stocker dans l'EEPROM, dans la mémoire du périphérique. Et comme ça ensuite, quand vous, alors ça va faire le test que tout fonctionne bien. Et quand vous allez faire votre code, en fait, vous aurez juste besoin de récupérer des variables qui sont déjà valorisées et de les utiliser telles quelles, sans avoir besoin de mettre le mot de passe ou le Wi-Fi ou n'importe quoi dedans. Vous allez pouvoir vous concentrer juste sur comment ça fonctionne. Et donc du coup, voilà, on n'a pas besoin de poser ça sur le GitHub. Là, ici, vous allez le faire. Derrière, première étape, c'est se connecter à Redis. Donc on voit une connexion sur le cluster. Et puis envoyer une première commande en rédigeant vous-même le protocole à la main. Alors la première commande, ça va être de s'authentifier parce que j'ai mis un mot de passe sur la base. Et la deuxième commande, c'est un ping. Et j'espère avoir en retour des... Exact. Alors moi je dis ça comme ça. Il y en a qui ont tweeté une vidéo où c'était un jeu de ping-pong entre le serveur, voilà, avec les bons hashtags et tout ça, c'était sympa. Donc ça, vous allez le pousser sur le microcontrôleur et tester que ça marche bien. Ensuite, la deuxième étape, je vous fournis un petit wrapper pour générer le protocole, histoire que vous l'avez fait une fois, vous avez vu, on ne va pas aller plus loin. C'est de récupérer la valeur de luminosité depuis le petit capteur de luminosité et de l'envoyer dans Redis. Alors pour ça, ce qui se passe, c'est que moi de mon côté, je veux l'afficher sur un graphe. Et donc, j'ai choisi finalement comme structure de données de stocker les relevés, que vous stockez vos relevés dans une liste. Pourquoi une liste? Parce que la liste elle reste ordonnée, donc vous poussez toujours en début de liste vos valeurs. Puis finalement, ça va décaler le reste. Et la liste, en plus, on peut la caper, c'est-à-dire qu'on peut très bien dire, voilà, je pousse une valeur et je trompe la 100 valeurs, par exemple. Et j'avais pas besoin de revenir dans le passé. Donc ça m'allait très bien de faire ça sur une liste. Maintenant, ce que je veux, c'est que mon interface, elle vous affiche ça en temps réel. Je ne sois pas toujours en train de cliquer sur le bouton refresh. Et là, Redis a quelque chose de sympa, c'est que Redis a un mécanisme de pub/sub, c'est-à-dire qu'il peut servir à communiquer. Et donc, vous allez écrire votre valeur dans la liste, dont l'identifiant, dont la clé et l'adresse MAC de votre périphérique, mais vous allez également envoyer à Redis un message sur un channel, le channel refresh value, votre adresse MAC. De sorte que mon application Node.js qui tourne derrière, elle a souscrit à ce channel, elle va recevoir le message en temps réel. Et elle sait qu'elle doit aller consulter votre liste. C'est ce qu'elle va faire. Et après ça, elle va envoyer en WebSocket à mon front-end la valeur à afficher sur la courbe. Donc ça va être le deuxième exercice. Vous relevez la température, vous la mettez dans votre liste et vous notifiez
sur le channel que vous avez publié une nouvelle valeur. On essaye et on lance. Dernier exercice, vous n'aurez certainement pas le temps de le faire. C'est un challenge après tout, parce que personne n'a eu le temps de le faire jusqu'à présent. Voilà, on va le dire comme ça. Évidemment, mon cluster, il est chez Amazon et il est en Virginie. Donc concrètement, on a une certaine latence. Et si vous envoyez vos valeurs une par une, vous ne pourrez pas en envoyer beaucoup. Par contre, si vous les batchez, si vous mettez dans un pipeline, là pour le coup, vous allez pouvoir en envoyer beaucoup plus. Très concrètement, avec ces périphériques-là, en passant par mon téléphone en point d'accès, sur une base sur mon ordinateur portable, j'atteins les 1700 opérations à la seconde. C'est un graphique qui est bien souple. Ok, donc je vais vous montrer maintenant, je vous ai parlé je vous avais dit, j'avais des diapos, et puis je vous montre ce que j'attends de vous, histoire que ce soit bien concret. Je vais faire les mêmes exercices que vous, en fait. L'idée, c'est que, alors, il est où mon truc de téléchargement? Il est là. On part sur, j'ai rien installé. Alors, ne le faites pas tout de suite. Regardez, parce que là, je vais le faire relativement rapidement. Attrapez bien l'idée, voyez bien ce qu'il y a à faire, les écrans et tout ça. Et après ça, je vous dis, on aura 1 heure pour le faire, il n'y a pas de souci. Et puis vous repartez avec en même temps. Donc, vous aurez plus de temps si vous voulez. Donc, l'idée est extrêmement simple. Je vais prendre les fichiers que j'ai téléchargés. Je vais commencer par décompresser mon IDE Arduino qui est propre à ma machine. Derrière, une fois que j'ai fait ça, j'ai un fichier qui s'appelle portable.zip. Ce fichier, en fait, à partir du moment où il y a un répertoire qui s'appelle portable dans l'installation d'Arduino, il sait qu'il est en installation portable et il ne va pas aller écrire en dehors de ce répertoire-là. Donc tout sera là. Pour ça, vous pouvez le déplacer sur une clé USB et l'exécuter depuis une clé USB. Dans ce répertoire, il stocke non seulement, bien évidemment, le code que vous écrivez, il va stocker les bibliothèques que vous pouvez télécharger, les cross-compilateurs, et il a sa config. Moi, je vous ai fourni un point zip dans lequel il y a déjà une partie de la config qui explique à l'IDE où aller chercher les repositories pour trouver les cross-compilateurs. Et il y a des petits helpers que j'ai fait au niveau des exercices. Puis il y a les solutions des exercices. Alors si je vois que j'ai des graphiques trop tôt, je sais que voilà. Je les fais les solutions parce qu'en fait ils sont plus ou moins enchaînés les exercices. Et puis c'est frustrant après ça si on n'y arrive pas et tout ça. Donc du coup j'ai installé l'IDE, pour l'instant elle est juste, enfin elle n'est pas installée, elle est juste décompressée. Et ensuite ce que je vais faire c'est que je vais aller décompresser dans l'IDE le répertoire portable.zip, ce que je viens de faire. Et à partir de là, eh bien, je vais pouvoir aller lancer l'IDE. Arduino. Voilà, alors c'est écrit un peu petit, donc pour la meetup en général j'agrandis un peu. Préférence. Ils sont taille. C'est pas ça que je veux. Mince. J'ai taille de la police ici. On va le mettre en 20, tiens. Ça tout le monde va voir. Voilà, donc là j'ai mon IDE dont l'interface est extrêmement simple. Alors pour ceux qui ne la connaissent pas, du code pour quand on utilise cette IDE là, c'est très simple. Il y a 2 fonctions principales. Setup qui s'exécute une fois quand le périphérique boot ou reboot, donc on appuie sur reset. Et après ça, il va chercher à exécuter la fonction loop en boucle, comme son nom l'indique, aussi vite que possible. L'esprit c'est que cette fonction loop, on ne fasse rien de bloquant dedans, c'est mieux. Alors pour l'instant, ce qui se passe, c'est que je ne vais pas pouvoir le compiler pour mon périphérique parce que, en fait, j'ai pas ma carte ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller installer le cross-compilateur pour cette carte. Le cross-comp... Oh. Bah ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? D'accord, j'ai perdu ma préférence. Hop, on recommence. Tiens d'ailleurs, pendant que je suis là, le fichier de config que je vous fournis, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il ajoute cette URL ici dans la config. C'est un dépôt. Donc, je reprends. Ici, on était là. Je vais demander à aller dans le gestionnaire de cartes. Et là, il est en train de télécharger. Je suis bien sur le réseau. Ouais. Donc là, il télécharge la liste des paquets qui sont disponibles sur les dépôts.
Et je vais lui dire, bah maintenant, ce que je veux, c'est que... Allez, ça allait plus vite tout à l'heure. Qui c'est qui regarde Netflix là? Je pense qu'il y en a qui ont déjà commencé en fait. Boum. Je commence à avoir des problèmes en plus. Alors on va tenter direct. Je changerai la taille après. Allez, on va le laisser faire. C'est marrant, ça plante pas d'habitude. Et je l'ai fait tout à l'heure, hein, je l'ai fait plusieurs fois tout à l'heure. Même en 3G depuis le train. J'arrive pas à télécharger. J'ai une solution alternative. T'as un câble? J'ai un accès. Génial, j'adore. Super. Bah, de toute façon, il a réussi. Voilà, on lui a mis la menace du câble Ethernet. Ouais. D'un coup, Ah, mais de toute façon, je préfère le câble en général. Donc, là, je vais lui demander d'aller me chercher ESP 8, ça suffit en fait. Alors, l'interface, elle est particulière, c'est-à-dire que là, je peux pas l'installer, il faut que je clique dessus et qu'ensuite je clique sur installer. Bon, l'ergonomie. Avec un vrai OS, c'est bon. Comment? Avec un vrai OS, c'est bon. Ouais, non, bon, c'est bon, ça suffit. Donc là, bon, l'ergonomie se discute, mais ça marche. Donc là, je l'ai installé. Donc théoriquement, maintenant, dans mon interface, ce qui se passe, c'est que ici, eh bien, je vais avoir mes périphériques. Alors, je vais choisir le bon qui correspond à mon module. Et là, à partir de là, je peux très bien compiler. Et ça va potentiellement compiler. Puis je pourrais le pousser sur mon module. Ce que je ne vais pas faire parce que je vais écraser le firmware, ce que je ne veux pas. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais justement utiliser le firmware d'enregistrement dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, je vais garder en arrière-plan ce qui va se passer aussi en arrière. Ce qui se passe... Ah ouais, peut-être qu'aussi ça tricotait. Là. Alors, je vais juste ici ouvrir la console série sur mon périphérique. Donc, je choisis le port sur lequel mon périphérique se trouve et j'ouvre la console. Il ne se passe rien dans ma console. Pourquoi? Parce qu'il a déjà envoyé son menu. Donc là, je clique sur le bouton Reset du périphérique, histoire qu'il se réinitialise et qu'il reboot. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il est configuré en 115 200 bauds et il attend aussi des retours à la ligne. Donc je vais lui dire que je veux des retours à la ligne à chaque fois, quand j'envoie quelque chose, et du 115 200. Je refais mon reset. Et là, j'ai un magnifique menu. Alors, je ne parle pas de l'ergonomie du menu non plus, c'est moi qui l'ai fait. Je le dis d'ailleurs en haut, ça ressemble à un truc à S400. Mais ça fait le boulot, c'est tout ce que je lui demande. Il est déjà préconfiguré en fait. C'est-à-dire que le réseau, normalement sur tous vos firmware, il est déjà Zenica Guest. Le mot de passe, il est déjà rentré dedans. Le nom du cluster, n'allez pas le changer parce que sinon vous allez le retaper. C'est pareil, c'est déjà renseigné avec le port, le mot de passe est déjà renseigné. Tout ce qu'il vous faut, alors après ça, ce qu'il vous faut renseigner au minimum, c'est le point 9. C'est le nom qui va apparaître à l'écran plus tard. Ensuite, vous pouvez tester le capteur de luminosité, tester que ça marche bien. Vous pouvez lancer un test complet, autrement dit, ça va tester la connexion Wi-Fi, ça va tester la connexion à Redis, ça va tester la version de Redis à l'autre bout, ça va tester un petit peu tout. Ça va tester bon, si vous avez mis un compte GitHub qui existe, s'il y a un projet GitHub derrière, si vous avez tweeté avec les mots-clés, et ça va vous donner un score aussi. Pendant un temps, ça bloquait, là, ça ne bloque plus. Et puis, dernière étape, potentiellement, vous pouvez, et ça, elle est obligatoire, une fois que les tests passent, vous dites, voilà, tous ces tests, je vais les rejouer et je vais aller stocker toutes ces informations-là dans ma fiche sur le cluster Redis qui va porter le nom de l'adresse MAC, finalement. Comme ça, je vais avoir autant d'enregistrements qu'il y a de personnes avec les adresses MAC et je pourrais faire un parallèle entre l'adresse MAC et le nom. Si jamais vous vous plantez complètement et qu'il y a quelque chose, vous êtes trompé dans l'interface parce qu'elle est trop intuitive, vous faites le 16. Le 16, il va réinitialiser toutes les valeurs dans les proms aux valeurs par défaut. Et donc à ces valeurs-là, parce que j'ai flashé spécialement pour ce soir. Alors comment ça marche? C'est très simple, je vais changer mon nom d'écran, mon nom d'affichage, donc je tape le choix 9. Qu'est-ce que j'ai fait?
Non, j'étais là, j'avais pas le focus au bon endroit. Hop. Donc on recommence. Pour saisir quelque chose, c'est dans la barre en haut. Faut avoir le focus dans la barre en haut. Donc on se met dans la barre en haut, on rappelle le menu. Je fais le choix 9, donc il est en haut. Entrée. À chaque fois, c'est pareil. Ça vous affiche à ce moment-là la valeur actuelle. Et ça vous permet soit de la garder en faisant entrée, soit de la changer. Donc là, on va mettre... c'est juste pour ces meet-up là. Il y a quelqu'un qui m'avait trouvé ça, j'avais trouvé ça sympa. Voilà. Donc là, concrètement, théoriquement, j'ai fait le strict minimum. Je peux tester si mon capteur de luminosité fonctionne bien. Donc j'ai la valeur. Si je cache, normalement, je teste que j'ai bien une valeur qui change. Je vais pouvoir tester, dès qu'il a fini son test, voilà. Je vais pouvoir tester tout le reste. Donc si je lance un 14, je teste tout le reste. On voit que là, il va tester la connexion Wi-Fi au réseau. Il essaye de se connecter au réseau. Il va afficher son IP, le DNS. Il essaye de se connecter à Redis. Il y arrive, il s'authentifie. Il a la bonne version de Redis. Il teste le compte GitHub qu'il n'a pas trouvé, alors qu'il aurait dû, enfin, peu importe. Le compte Twitter. S'il les trouve, il va parser la page pour trouver les mots-clés. Enfin bon, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est de voir que voilà, on a quelque chose qui a marché. On oublie GitHub et Twitter. Et derrière, je fais un choix 15. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va refaire les mêmes tests. Sauf qu'il va réellement créer l'enregistrement dans la base Redis. Voilà. Ah. C'est qui, Julien? C'est toi? T'as été plus vite que moi. D'abord. Julien, tu sors. Donc, je suis là, donc je suis arrivé là. Après ça, une fois qu'on a fait ça, c'est bon. Finalement, il y a tout ce qu'il faut pour après ça pouvoir continuer. Donc, on peut écraser le firmware si on le veut. On peut faire n'importe quoi. Donc, l'idée ensuite... Oui, il y a un meet-up ce soir. Faut que j'aille prendre le train. L'idée ensuite, c'est de pouvoir faire le premier exercice. Alors, comme je vous ai dit, les exercices, il y a les corrigés qui sont fournis. Dans le fichier portable.zip, je vous ai inclus différentes choses et on les trouve ici dans les exemples. Donc dans les exemples, si on descend tout en bas et qu'on a bien choisi la carte ESP dans les cartes cibles, on a Redis Workshop et vous allez avoir ici, alors au passage, si jamais vous flashez le firmware, vous pouvez le remettre, c'est le firmware registration qui est en bas. N'est-ce pas? C'est déjà fait. C'est déjà fait. Donc tu as tout ressaisi après. Non, puisque tu avais bien fait les choses. Pas le Wi-Fi. Si. Ah bon? Bah oui, il m'a demandé quel réseau Wi-Fi. Donc mon interface est intuitive en fait. Oui. Donc là je vous fournis une base, un petit code source de base pré-rempli, en fait, pré-mâché. L'idée c'est d'avoir, j'ai fait 2-3 trucs de débugage qui aident un petit peu. Ensuite, je vais chercher dans les proms les valeurs qu'on a renseignées qui sont sauvegardées, donc le nom du Wi-Fi, mot de passe, votre nom, ce genre de choses, on se trouve Redis. On initialise le retour sur la console série. Okay. Ensuite, j'affiche 2-3 trucs au moment de la connexion sur le Wi-Fi. Je fais clignoter un petit coup histoire de dire voilà, c'est bon, c'est vivant. Ici, j'ai un de mes petits helpers. Celui-là, il est intéressant parce qu'en fait, il vous affiche le nombre de tours de boucle loop qu'il arrive à faire à la seconde. Mais en plus de ça, il vous affiche un truc qui est critique sur des microcontrôleurs, c'est qu'il vous affiche la taille de la mémoire qui reste. Parce que si jamais ça commence à descendre, ça va descendre, mais ça ne va pas descendre très longtemps finalement, parce que de toute façon, en termes de quantité, mais ça permet tout de suite de voir quand on a une fuite mémoire, et c'est vraiment quelque chose de critique. Ensuite, j'ai juste mis en bas le relevé de la luminosité. Donc là, c'est le squelette à partir duquel vous allez partir pour faire le premier exercice. Le premier exercice, donc celui-là, il fait rien. Je peux très bien vous montrer comment on compile. Donc là, je compile. Ça prend juste un petit peu de temps parce que c'est la première compilation depuis que j'ai installé le truc. Donc il compile, tout va bien.
Alors ça compile, on le voit, c'est jaune là-haut, puis on le voit dans la barre. Après ça, je lui dis, bon bah ok, super, maintenant tu l'envoies sur le microcontrôleur. Au moment où je vais le faire, le transfert, bah de toute façon j'ai le temps, c'est assez long. On voit que c'est en cours d'upload, parce que là c'est jaune, là ça va bouger, ça va avancer un petit peu, c'est marqué upload. Vous avez des petits points qui avancent ici, on les voit bien pour l'instant. Et ça clignote bleu sur la carte. Donc c'est pas la peine de vous impatienter, c'est un peu long parce que pour ces microcontrôleurs-là, en fait, le code, la compilation la plus simple, en fait, elle est déjà un peu volumineuse en termes de poids. Voilà, donc ça prend quelques secondes. Et derrière, automatiquement, voilà, ça y est, c'est fait. Et l'exécution est partie sur mon microcontrôleur. On le voit derrière. Il a lu les données depuis l'EEPROM. Il a récupéré tout ça. Il s'est connecté au réseau à partir de ces données-là. Et là, il est dans la boucle qui fait rien, qui se contente de dire, voilà, j'arrive à faire 20 000 tours de boucle à la seconde. Et ma quantité de mémoire, elle descend pas, c'est plutôt bon. Et puis toutes les 5 secondes, en fait, ça affiche la valeur de mon capteur de luminosité. Si je le cache, on va voir que la valeur elle va être beaucoup plus basse. Donc là j'étais à 800. Et non, bah qu'est-ce qui se passe? Je suis pas bon. Voilà, 175. Je le cachais pas bien. Donc là, c'est le squelette de base à partir duquel vous allez pouvoir commencer à faire les choses. Premier exercice, c'est de le faire évoluer pour, je vous ai dit, vous connecter à Redis, vous authentifier avec le mot de passe, un mot de passe ultra secret, c'est IoT, et faire un ping. Alors là, il n'y a pas beaucoup de changements à faire. Ça va être d'ouvrir une connexion. Elle est où ma connexion? D'ouvrir une connexion sur Redis. Alors à chaque tour de boucle, en fait, tout simplement, je vous demande de vérifier si vous n'êtes pas déjà connecté. Donc on va créer un objet connexion avant. On vérifie si on n'est pas déjà connecté. Si on n'est pas déjà connecté, on fait une résolution DNS pour récupérer l'IP à laquelle se connecter. Pourquoi je fais ça? En ce qui nous concerne là, ce soir, c'est pas très important. C'est parce qu'en fait, dans la version Enterprise, une partie de la haute disponibilité dépend des enregistrements DNS qui peuvent bouger. Donc du coup, c'est un des moyens qu'a la version Enterprise pour, à un nom de base de données, faire correspondre une IP qui change. C'est pour ça que je l'ai fait là, mais potentiellement c'est pas indispensable en ce qui nous concerne ce soir. Ensuite, ensuite on essaye de se connecter à la base. Et si on n'y arrive pas, on part dans une boucle infinie. La boucle infinie, ici, petite particularité, plutôt que de faire une boucle infinie qui fasse rien, elle fait quelque chose. Pourquoi? Parce que si jamais le microcontrôleur il tourne plus sur sa boucle et qu'il est bloqué sur un truc particulier qui fait rien, il y a un watchdog matériel qui va se déclencher et il va être démarré. Donc c'est une boucle qui fait rien mais qui fait quelque chose. Derrière, première étape, vous allez devoir faire ça, envoyer la chaîne AUTH espace IoT, mais encodé comme je vous l'ai dit avec les dollars, les étoiles. Voilà. Ensuite, l'idée c'est que on a la connexion, donc tout est bon. Mais ce qui se passe, c'est que Redis, il est extrêmement poli. Quand on lui parle, il répond. Toujours. Il peut dire OK, il peut dire erreur, mais il répond toujours. Et du coup, si vous envoyez authentification à Redis, il va vous dire OK ou pas OK, mais il va vous dire quelque chose. Là, vous le renvoyez. Ça va se mettre dans un buffer du microcontrôleur. Pas de souci. Sauf que vous ne le consommez pas. Derrière, vous allez lancer un premier ping, puis un deuxième ping. Donc les premières commandes, elles vont aller très vite. Parce que les buffers sont pas pleins. Mais au fil de l'eau, il y a un moment donné où le buffer de réception il va être plein. Coup de chance, il expire de temps en temps. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous allez avoir les 5 premières commandes qui vont aller très vite, les 5 premières réponses qui vont se bufferiser. Et la 6e commande, en fait, elle va être très lente parce qu'elle va attendre, ce sera une fois toutes les secondes ce coup-ci, parce que ça va attendre l'expiration de la réponse de la première commande finalement. Donc à chaque fois qu'on envoie une commande à Redis, derrière, j'attends la réponse et je consomme la réponse. En plus de ça, il y a un petit côté pédagogique, c'est que cette réponse, je vous l'affiche sur la console, comme ça vous voyez ce que Redis vous a répondu. Deuxième commande, je vais lui envoyer un ping, et là c'est pareil, j'attends une réponse. Dès que je l'ai, je la consomme, je l'affiche à l'écran pour avoir le pong. C'est ça qui est sympa à filmer et à tweeter. N'oubliez pas de remercier nos sponsors. Non, je plaisante, mais c'est vrai,
Si vous pouvez envoyer des tweets là pendant la session avec des photos, avec n'importe quoi, avec des hashtags genre Redis, IoT, Zenica IT ou Zenica Rennes, je crois. Redis Labs, NoSQL. Galette saucisse. Hmm Galette saucisse, c'est important. Ouais, on peut aussi, Souchaine, voilà, plein de choses. On peut. Donc, du coup, celui-là, théoriquement, ce qu'il fait, il doit compiler sans faire d'erreur. Donc ça, grosso modo, c'est le code que vous allez avoir. Vous pouvez faire du copier-coller depuis le PDF, parce que normalement, vous avez téléchargé les fichiers PDF. Méfiez-vous juste, parce que quand vous faites du copier-coller depuis un PDF, ça va vous ajouter des espaces. En particulier, si vous avez quelque chose, point quelque chose, dans le code, ben ça va faire quelque chose, point, espace, quelque chose. Et ça ne compilera pas. Méfiez-vous des espaces. Et des copier-coller avec le PDF. Donc là, je suis en train d'uploader sur mon périphérique, ça clignote, tout va bien. Et j'espère avoir la lecture de l'EPROM, la connexion au réseau Wi-Fi, la connexion à Redis, l'authentification avec la réponse, et puis le ping-pong. Donc là, il essaye d'ouvrir la connexion à Redis. Il essaye d'ouvrir la connexion à Redis. Et il a raté. Alors mon code n'est pas super robuste. Il me demande d'appuyer sur Reset. On retente, il a réussi. La réponse, ça a été OK. Il a fait son pong. Il a reçu le pong, il a fait les pings, et il reçoit les pongs. Voilà. Ça, c'est le premier exercice que vous allez avoir à faire. En rédigeant vous-même le protocole. Après ça, l'exercice suivant, vous allez retirer finalement, vous allez retirer l'envoi du protocole que vous avez fait à la main, parce que je vous fournis, avec le bon include, vous aurez des petits wrappers qui vous permettent de construire justement le protocole. Alors, regardons quel sera l'exercice suivant. L'exercice suivant, hop, exemple, le lab 2. L'idée est toujours la même. Je commence par initialiser tout ça. Simplement, je vous fais inclure ici Redis Command, qui implémente juste 2-3 petits trucs qui permettent justement de construire le protocole RESP. Donc l'idée, c'est que vous créez un objet qui s'appelle Redis Command. Et puis ensuite, dans le code, au lieu de coder vous-même AUTH le mot de passe, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire quelque chose de plus simple, c'est un peu plus bas. Dès que j'arrive à le retrouver. Voilà, ici. Vous initialisez votre objet Redis Command, vous lui dites d'ajouter AUTH, vous lui dites d'ajouter le mot de passe, et vous lui dites de vous générer le protocole RESP. Donc ça vous renvoie une chaîne de caractères directement, tout encodé comme il faut. Et du coup, vous pouvez directement envoyer cette chaîne à Redis. Il vous a créé une chaîne de caractères, je vous ai dit la mémoire c'est critique. N'oubliez pas de libérer votre mémoire, parce que sinon ça ne va pas durer très longtemps. Derrière, on attend toujours la réponse et on affiche le résultat et on la consomme. Et là, on commence à s'amuser avec le capteur. L'idée, c'est de construire une commande qui va ajouter en tête de liste une valeur. Alors, ça va ajouter en tête de liste une liste dont la clé est l'adresse MAC, V de point l'adresse MAC. C'est juste une question de bonne pratique. V comme value, de point votre adresse MAC. Vous n'avez pas besoin de la connaître, il la retrouvera tout seul. Et du coup, ça va vous créer la liste et ça va vous mettre les valeurs à chaque tour de boucle. Ça va vous ajouter la valeur que ça a lu, que ça a mesuré en tête de liste et ça va pousser les autres. Et derrière, comme je vous ai dit, une fois que vous avez fait ça, bon alors déjà on consomme la réponse, et vous envoyez un message publish sur un channel refresh values en disant moi, adresse MAC, machin chose, je viens de mettre à jour mes valeurs. Du coup, moi, mon application derrière, elle a souscrit à ça, elle voit le message, et donc elle va aller lire la première valeur de la liste, tout simplement, pour mettre à jour son graphique. Toujours pareil, j'envoie ça, j'oublie pas de libérer la mémoire qui a été allouée ici, j'oublie pas de libérer la mémoire, je consomme la réponse,
Et puis voilà, et je fais mes tours de boucle. Alors ça c'est pareil, ça va s'exécuter tout seul normalement. Et théoriquement ça doit marcher. Alors on va déplacer juste un tout petit peu la fenêtre pour voir derrière. Ah, alors là je suppose que c'est toi. C'est moi. C'est un participant à un meet-up qui m'a trouvé ça et du coup pour ce meet-up là, j'ai gardé. Que dans les soirées privées en fait. Oui, on a essayé avant qu'on t'ait donné à manger après minuit. C'est ça. Et si on le mouille, ça marche aussi. Ça, je te laisse essayer. Bon, j'ai flashé. Mais Ça y est, c'est parti. Alors là, ça y est, ça marche ici. On voit que là-bas, là c'est en réel en fait, hein, puisque vu que je pousse en temps réel une notification, là-bas ça se rafraîchit. Alors ce que vous voyez défiler, ici le chiffre qui augmente, c'est pas la valeur que vous relevez. Le chiffre qui augmente, hein, c'est parce qu'à chaque fois que vous poussez quelque chose dans une liste, Redis vous renvoie le nombre d'éléments que ça fait au total dans la liste. Et vu que j'ajoute, bah, au final ma liste elle est en train de grossir et d'avoir de plus en plus d'éléments. Donc ça c'est l'idée, c'est de réussir à obtenir ça, sans utiliser des exemples comme je suis en train de le faire. C'est pas drôle sinon. Dernier exercice, on voit que là au final, si on regarde, le nombre de tours de boucle, il n'est pas phénoménal, j'arrive à faire 5 tours de boucle parce qu'à chaque fois, je lis ma valeur, j'envoie une commande à Redis pour la mettre dans la liste, j'attends la réponse, j'envoie une commande à Redis pour envoyer un message, j'attends la réponse, donc ça fait 2 fois l'aller-retour sur un cluster qui, je vous le rappelle, est aux États-Unis. Donc on traverse l'Atlantique à une heure à laquelle je pense qu'il y a des gens qui regardent des vidéos en plus. Donc ça tourne que 5 fois par seconde. Alors, l'idée c'est de pipeliner les choses. Encore une fois, j'ai essayé pour l'exercice suivant de vous simplifier au possible l'exemple. De toute façon, ça c'est l'exercice qui a priori, je vous dis, on n'y arrive jamais. En termes de temps du meet-up. Alors là, c'est pareil, vous avez toujours l'inclusion de Redis commande, et vous créez un objet Redis commande, mais vous avez une autre inclusion, en fait c'est Redis client, qui va gérer pour vous le côté pipelining. C'est-à-dire que là, au lieu de directement pousser la chaîne encodée du protocole sur la connexion TCP vous-même, cette chaîne, vous l'empilez finalement dans un objet Redis client, en disant à cet objet, ben voilà, je veux batcher mes commandes par bloc de 50, par bloc de 20, par bloc de ce qu'on veut. Et c'est elle qui va s'occuper justement de flusher le truc quand ça va bien. Et donc là, pour le coup, vous allez pouvoir tout, bien évidemment, c'est dans les fichiers que je vous ai fournis. Dans le fichier portable.zip, vous avez le code source de ce que j'ai fait. Il n'est pas magnifique, mais il marche. Et il ne fait pas de fuite mémoire. Donc là, l'idée, c'est ça, c'est que je crée, comme tout à l'heure, une Redis commande pour pousser une valeur dans ma liste. Sauf que, au lieu de l'envoyer sur la connexion, je la passe à mon Redis client qui va la stocker. Et puis de temps en temps, il va automatiquement aller flusher ça. Et là, ça c'est parce que ici, dans le setup, quand j'ai configuré mon Redis client, ici, je lui ai donné les informations de connexion à Redis, mais je lui ai dit ici, voilà, tu fais un pipeline de 25 commandes. Donc toutes les 25 commandes, il va balancer le bloc de 25 commandes en une fois. Donc une seule latence pour 25 commandes, au lieu d'avoir 50 latences au final. Vous pourrez jouer avec ça, si vous le souhaitez, en modifiant justement la taille du pipe. Donc là, je vous montre ce qu'on est supposé obtenir. Ce qui est intéressant, c'est de voir que mon application Node a planté, de toute évidence. Plus ou moins? Non, plus, moins. Ça se met plus vraiment à jour. Si, ouais, si, ça se met à jour. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que ici, je vous dis, un périphérique, ça peut générer 1700 valeurs à la seconde. Et là, les Google Charts, ils n'arrivaient pas à suivre, même juste avec un seul périphérique. Alors, avec toute une salle, c'était pas possible. Alors, ce que j'ai fait un compromis. C'est que la valeur ici, elle est réellement affichée en temps réel. Les graphiques, eux, se rafraîchissent que lorsqu'on reçoit 1000 valeurs, tout graphe confondu. Donc ils ne sont pas super rapides. C'est pour ça qu'il ne réagit pas aussi vite que le chiffre qu'elle a. Il ne bouge plus d'ailleurs. Donc, il a dû encore se planter, on va le recharger quand même pour voir. On voit que ça avance à une certaine vitesse. Je vais
pousser le nouveau code sur le périphérique en utilisant le pipeline. Et on va voir qu'on obtient beaucoup plus d'opérations à la seconde pour compenser la latence qui est très haute. Je vais pile poil dans les temps. Alors là, tout ce que je vous montre là, bien évidemment, je vous ai dit, vous partez avec le périphérique, vous partez avec les supports, vous partez avec les PDF, vous partez avec tout. Le cluster, je laisse tourner. C'est les chaises par contre, s'il vous plaît. Ouais, les chaises, ouais. N'oubliez pas, s'il vous plaît, un tweet Facebook, LinkedIn, ce que vous voulez. Le cluster, je vais le laisser tourner. S'il ne se plante pas, il va s'arrêter tout seul vers 4h du matin, je crois que j'avais mis un cron. Donc vous pourrez quand même continuer à jouer tout à l'heure. Et voilà. Donc vous partez avec tout, vous pouvez tout refaire si vous voulez. Donc là on voit clairement qu'il se passe quelque chose, que ça va beaucoup plus vite. Alors c'est pas que ça va forcément beaucoup plus vite à ce niveau-là, mais c'est qu'en plus là je crache, j'ai utilisé d'autres petits helpers que j'ai fait pour profiler le code. Donc il me donne des durées, en l'occurrence en millisecondes d'exécution. Mais par contre, ce qu'on peut voir là-bas, c'est que le graphique il évolue beaucoup plus vite. Parce qu'au final, j'arrive à lui envoyer beaucoup plus de commandes à la seconde. Alors si ça pouvait se bloquer un instant, juste le temps de regarder et de tomber sur un tour de boucle qui nous dise combien j'ai. Je sais pas, j'ai dû l'enlever ou. Ah si, là. Là, je suis à 60 tours de boucle à la seconde. J'ai multiplié finalement par 10 mon nombre de commandes à la seconde juste avec le pipeline. Donc voilà. A priori, vous avez tout. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des gens que j'ai largués? Il y a des gens que j'ai endormis. On était filmé aussi. D'habitude, j'ai ma webcam pour filmer aussi la salle. Là, je ne l'ai pas prise. Enfin, je l'ai réutilisée pour filmer sur mon imprimante 3D. Donc, du coup, je peux plus la prendre. Mais, donc, voilà. Il y a une vidéo qui est enregistrée avec mon écran, moi en train de faire le zouave devant ici, le temps de faire le montage, et je la publierai sur le groupe Meetup. Donc, si vous voulez regarder à un moment donné et revoir les explications, normalement, les explications, vous les avez toutes dans le support. Et si jamais j'ai dit un truc particulièrement drôle qui n'est pas dans le support et que vous voulez revoir, vous pourrez dès que j'aurai mis la vidéo en ligne. Du coup, c'est une vidéo d'1 heure qui est condensée. C'est pour ça qu'on n'alterne pas non plus les exercices et la présentation. C'est pour tout regrouper et qu'ensuite je suis complètement disponible. Donc là, pour le coup, j'arrête la vidéo.